donc je ne me représente pas, je vais juste repréciser ce que je fais. Donc, à la fois sur le PHRIP, sur la recherche, sur le plan de crise conjoint et son impact sur le recours à l'isolement, et aussi infirmière sur une équipe mobile de crise, donc au CHU de Saint-Étienne. Merci. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle de directives anticipées psychiatriques, donc déjà de directives anticipées. Donc, je vais aller un petit peu rapidement. Quand on parle de directives anticipées, ça a été cadré un petit peu par la loi récemment, notamment en 2016. Il s'agit pour une personne majeure qui peut être sous curatelle ou sous tutelle aussi d'ailleurs, d'écrire ses volontés relativement à sa fin de vie pour ce qui concerne la poursuite ou la limitation ou le refus de traitement ou dire tout simplement ce qu'elle veut. Ce qui a changé en 2016 sur cette loi, c'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé, c'est que c'est devenu opposable aux décisions médicales. C'est-à-dire que quand les personnes rédigent leurs directives anticipées, le médecin doit les respecter, sauf en cas d'urgence. Et si jamais il décide de ne pas les respecter, ça doit se décider de façon collégiale, c'est-à-dire qu'il ne peut pas le décider tout seul, etc. Et ça, c'est un gros changement dans la loi. Ça avait un peu fait beaucoup, ça avait beaucoup bousculé à l'époque en 2016. Finalement, dans les faits, ça n'a pas forcément bousculé les choses parce que bien sûr, en situation d'urgence, les médecins, ils font ce qu'il faut. Et il n'y a pas tant de gens que ça qui ont rédigé leurs directives anticipées de toute façon. Mais c'est venu questionner quand même la question de la psychiatrie parce que la psychiatrie n'était pas mentionnée dans la loi. Et on s'est un petit peu interrogé pourquoi aussi, parce que dans la loi, c'est pas dit directement vraiment que c'est pour la fin de vie. Il dit surtout que c'est en cas de maladie grave où on ne pourra plus être en capacité d'exprimer ses volontés. Donc, ça questionne aussi. Donc, on parle là des directives anticipées psychiatriques. Donc, moi, je parle... Alors, moi, je considère qu'on n'a pas très bien traduit parce qu'en anglais, on parle de statement, donc plutôt de déclaration anticipée en psychiatrie. Donc, l'idée, c'est d'exprimer en avance ses volontés concernant son accompagnement futur en cas de décompensation, si on n'est pas capable de donner son avis à ce moment-là, si on n'est pas en capacité de donner son avis à ce moment-là à cause de la maladie. D'où est-ce que ça vient? Ça vient de Thomas Saz en 82, donc c'est plutôt le mouvement de l'antipsychiatrie, où il y a des psychiatres qu'on appelle volontaristes, donc qui sont plutôt dans l'idée que si on doit avoir des soins psychiatriques, il faut être volontaire, et ça s'opposait aux psychiatres qui étaient plutôt protectionnistes, qui considéraient qu'il fallait protéger les gens qui étaient malades. Donc Thomas Saz, lui, c'était plutôt un volontariste. Donc lui, il a créé ce qu'on appelait le vœu psychiatrique. Pour lui, c'était un moyen de défense pour le patient face au corps médical psychiatrique que lui décrivait comme tout puissant et aliénant. Donc lui, il était vraiment dans l'idée de l'antipsychiatrie. Le vœu psychiatrique, c'était fait pour que les personnes qui refusaient les soins psychiatriques sous contrainte, qu'on puisse respecter leur choix et de respecter la volonté de ceux qui acceptaient les soins. Donc il y a différents modèles du coup de directives anticipées psychiatriques, mais il y a des aspects communs. Donc l'objectif global, c'est de se dire il faut que les personnes elles puissent exprimer leur volonté sur les aspects de leur prise en charge, sur les préférences de traitement, les informations personnelles et pratiques. Qui est-ce qui va s'occuper de mon chat si jamais je suis malade? Qui est-ce qui va s'occuper de mes enfants? Et il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la désignation d'une personne de confiance. Le proxy decision maker, ça c'est vraiment sur les versions anglophones qu'on n'appuie pas suffisamment en France, mais c'est vraiment cet aspect-là, l'aspect personne de confiance, qui compte beaucoup dans la capacité de mettre en œuvre en fait les directives anticipées. Alors, là, je vous ai mis en France ce qu'on connaît. Quand on parle de directives anticipées psychiatriques, donc dans tout ce qu'on considère de déclaration anticipée psychiatrique, c'est pour ça que je préfère cette traduction-là, je trouve que ça brouille un peu moins les choses. Dans tout le panel de déclarations anticipées, il y a les directives anticipées, les directives anticipées psychiatriques. Donc là, la directive, elle est rédigée par le patient tout seul. Donc la personne, elle est chez elle, elle a eu une crise ou pas d'ailleurs, et elle va rédiger sa directive anticipée, elle va pouvoir mettre dedans
D'ailleurs, on pourrait très bien, il n'y a pas besoin d'avoir eu une précédente crise pour faire une directive anticipée. Moi, notamment en travaillant en psychiatrie, il y a certains traitements que je sais ne pas vouloir si jamais un jour il m'arrivait quelque chose. Il y a certaines choses que je veux pas, il y a certains, même sans les avoir essayés, en connaissant certains effets secondaires, il y a des trucs, voilà, j'ai envie de dire, ça, je préférerais pas l'avoir. Si jamais je suis pas bien, que je me retrouve dans un état où je peux plus donner mon consentement, je préférerais qu'on me donne tel traitement pour me calmer ou tel traitement contre le délire, etc. Que je suis allergique à l'ail, que j'ai une passion pour les opossums, que ça me calme, voilà, tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut mettre dedans. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire qu'on peut le faire chez soi tout seul. En France, on a les directives anticipées incitatives en psychiatrie. Donc ça vient vraiment d'une étude multicentrique qui a été faite à Marseille, Lyon et Paris. Et là, l'idée, c'est que les directives anticipées, elles sont accompagnées dans leur rédaction par un père aidant. Voilà. Donc, c'est pas forcément comme ça après dans la pratique, mais en tout cas dans le protocole, et la particularité de ce protocole, c'est vraiment l'accompagnement à la rédaction par un père aidant. Après, on a le kit GPS que vous connaissez peut-être, parce que du coup, le kit GPS, c'est un kit qui comprend un livret à remplir par l'usager, donc seul ou accompagné par qui il veut, avec des notices explicatives. Donc, il est destiné à la fois aux personnes concernées et à la fois aux institutions. Il est téléchargeable gratuitement. Il a obtenu le prix droit des usagers du ministère de la Santé, ce qui a donné beaucoup de visibilité et un gros boost à la question des directives anticipées psychiatriques en France. Il a été envoyé aux établissements. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'établissements normalement qui ont reçu le kit Mon GPS et qui commencent à le mettre en place dans leur pratique. Et donc, le plan de crise conjoint, alors le plan de crise conjoint, c'est une forme de déclaration anticipée, sauf que là, elle implique un usager et un professionnel de santé. Donc, le professionnel de santé, ça peut être un infirmier, une assistante sociale, alors c'est plus un professionnel du social, mais en tout cas, un professionnel qui travaille auprès des patients. Ça peut être l'ergothérapeute, ça peut être le psychomote, ça peut être le père aidant, le psychiatre. Voilà, c'est vraiment tout professionnel qui va être dans le service et qui va pouvoir accompagner à la rédaction. Donc, ce qui est intéressant avec le kit Mon GPS, c'est comme vous pouvez voir, ça fait à la fois fonction de directive anticipée psychiatrique et de plan de crise conjoint dans le même kit. Et c'est ça qui est intéressant avec ce kit. Donc, comment est-ce qu'on en est venu au plan de crise conjoint ? C'est quand les professionnels se sont impliqués dans la question des directives anticipées et qu'ils ont voulu voir, en fait, si ça avait un impact sur les soins. Je passe un peu de temps sur d'où ça vient pour vraiment qu'on se rende compte qu'à la base, ça appartenait pas aux soins, les directives anticipées psychiatriques. C'était vraiment quelque chose qui concernait le droit des personnes. Hein. Voilà, donc c'est en l'intégrant à l'hôpital que c'est devenu plan de crise conjoint et que c'est devenu en pratique courante quelque chose qu'on pouvait utiliser, qu'on retrouve aujourd'hui en Suisse, au Canada. On commence en France, mais beaucoup en Allemagne, beaucoup en Inde aussi. Voilà, et on l'a adapté à la pratique courante parce que dans les écrits, si vous regardez un peu les études sur le plan de crise conjoint, c'est pas juste un usager et un professionnel, il y a un tiers qui est censé être là pour s'assurer que la négociation se fasse de façon équilibrée. Voilà. Sauf que dans la pratique, ça, c'est pas quelque chose qui a pu être mis en place. Donc, dans la pratique, on utilise le plan de crise conjoint de façon simplifiée. L'usager, un professionnel. C'est pour ça qu'on préfère que le professionnel soit quand même formé à tout ce qui concerne l'empowerment, le rétablissement, pour qu'il ne soit pas dans l'idée d'obliger l'usager à écrire des choses dans le plan de crise conjoint. Alors, c'est vraiment un document qui identifie à la fois les signes précurseurs, les stratégies qui permettent de dépasser le stress et les préférences de l'usager pour ses soins. Alors là, voilà, je vous ai mis un peu le modèle qu'on utilise à Saint-Étienne et sur l'étude. C'est le modèle qui vient de Suisse, du canton de Vaud, qui a été travaillé par Pascal Ferrari, qu'elle a pu travailler avec des usagers. C'est pas voilà, c'est un modèle qui a été travaillé quand même dans les termes qui sont utilisés pour que les gens, ce soit compréhensible pour eux. Donc, comme vous pouvez le voir, les difficultés ou problèmes psychiques où l'idée, c'est pas que la personne, elle mette son diagnostic, mais vraiment
ce qu'elles considèrent comme étant son problème psychique. Donc, ils vont dire, c'est pas pour dire je suis bipolaire. Ils vont dire parfois je suis triste, parfois ça va vite dans ma tête, je dépense beaucoup d'argent, etc. Après, voilà, vous voyez le déroulé avec une partie qui concerne plus on va dire les prodromes. Qu'est-ce que je peux mettre en place avec des réponses graduées? Les gens, ils vont nous mettre, par exemple, d'abord, je vais pouvoir rapprocher mon rendez-vous avec mon psychiatre, mettre des infirmières libérales pour me donner mon traitement parce que je sais que quand je commence à être pas bien, j'arrête de prendre mon traitement. Ils vont pouvoir dire, je veux une intervention de l'équipe mobile, je préfère éviter l'hospitalisation, etc. Voilà. Après, il y a vraiment ce qui est très important dans le plan de crise conjoint, je dirais même la partie la plus importante, c'est les alternatives. Ça va vraiment être là le rôle de l'infirmier qui va accompagner à la rédaction, de s'assurer que s'il y a des choses que le patient ne veut pas, que l'usager ne veut pas, qu'on ait bien travaillé ensemble aux alternatives, c'est ça qui va déterminer le fait que quand il va arriver aux urgences ou quand il va arriver dans un lieu de soins, les collègues ils vont pouvoir appliquer le plan de crise conjoint parce que si vous leur mettez que des choses qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne vont pas y arriver. Voilà, et ils ne pourront pas respecter. Donc du coup, la question des alternatives, elle est vraiment intéressante. Et pareil, quand les personnes, elles mettent leurs contacts préférés, leurs proches qu'il faut contacter, ceux à qui il faut donner les clés pour aller chercher le courrier, avec ceux à qui il faut donner l'argent pour aller acheter les cigarettes, il faut mettre le numéro de téléphone, etc. Ça, c'est des choses qui sont importantes, pratiques, mais qui sont extrêmement importantes parce que c'est ce qui vont faire que les collègues des services de soins vont les ouvrir parce qu'ils savent que dedans, ils vont trouver des informations qui vont leur faire gagner du temps, en fait. Voilà. Donc, être assez précis, mettre les alternatives, vraiment penser quand on le rédige aussi à la façon dont ça va pouvoir être appliqué. Bien sûr, la personne de confiance, nous, on le met sur le dossier médical informatisé de la personne, donc on lui demande son autorisation pour le faire. La personne de confiance est la personne de confiance souhaitée, si jamais on n'a pas pu avoir la signature de la personne de confiance, voilà. Mais ça donne quand même l'indication après pour les urgences. Comment est-ce qu'on le met en œuvre? Donc, à distance de la crise, on le rédige. Pendant la crise, on peut y faire appel. Après, l'idée, c'est après la crise, quand même, qu'il y ait toujours une révision du plan. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, comme j'expliquais, le plan de crise, il n'y a pas besoin qu'il soit très fourni dès la première fois qu'on le fait. Parfois, les gens, ils ont besoin d'avoir une crise. Par exemple, moi, si aujourd'hui, j'écris mon plan de crise conjoint, je vais effectivement mettre des choses dedans. Mais si, effectivement, un jour, je suis en crise... je vais du coup corriger, me dire tiens, j'avais mis ça dedans, en fait ça n'a pas marché. Donc en fait je vais le revoir et je vais peut-être mettre d'autres choses dedans, peut-être que ça aurait fonctionné. Donc son impact, qu'est-ce qu'on sait? Ça améliore l'alliance thérapeutique, ça permet une meilleure utilisation des ressources, tout simplement parce qu'il y a une réponse graduée. On ne va pas attendre et on ne va pas aller directement vers la réponse la plus forte qui est l'hospitalisation. Alors la diminution des hospitalisations sous contrainte et la diminution du recours aux mesures coercitives, ça il y a certaines études qui montrent que ça fonctionne, comme celle d'Anderson, et il y a certaines études qui donnent l'impression que ça ne fonctionne pas, comme celle de Thornycroft. Donc on a besoin d'avoir plus de données. D'autant plus que l'étude de Thornycroft, c'est une grosse étude. Ils ont inclus presque 300 personnes. C'était une étude randomisée. C'est la même équipe en plus qui avait fait l'étude de 2004. Donc voilà, on était assez déçus des résultats. Mais c'était très intéressant parce que ça a permis de comprendre en fait aussi pourquoi ça n'avait pas marché. Alors du coup, tout le monde dit que c'est super, le plan de crise conjoint, mais on n'arrive pas vraiment à le mettre en place dans tous les pays. Enfin voilà, je vous ai dit des pays, mais les pays essayent, mais c'est rarement étendu et généralisé. Pourquoi ? Il y a des barrières à l'implémentation au niveau des soignants, il y a quand même de la résistance, il y a un manque de connaissances, il y a des craintes sur la capacité des patients. Les usagers, ils ont du mal à remplir le document tout seul. Ils ont la crainte aussi, ça c'est quelque chose qui est important d'avoir en tête, de le montrer. Quand ils arrivent aux urgences, ils se disent, et ça il y a des patients qui me l'ont dit, j'ai pas envie que les soignants ils aient l'impression que je veux décider parce que sinon ça va pas bien se passer pour moi. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée-là qui a été retrouvée dans plusieurs études qualitatives, d'où après voilà, on va y venir l'importance du soutien aussi et du rôle des infirmiers là-dedans. Les difficultés structurelles et d'organisation, les difficultés à trouver
et à transmettre les directives anticipées en cas de crise? Où est-ce qu'elles sont? Si vous ne les mettez pas sur un dossier médical informatisé et que vous attendez que la personne elle les sorte de sa poche, elles n'arriveront jamais aux collègues des services de soins. Voilà, donc il faut du soutien institutionnel. Il y a quelque chose qui est très important que vous voyez sur le tableau, c'est qu'ils ont fait une étude qualitative, je crois que c'est en Allemagne, il me semble, où ils ont demandé aux différents groupes de personnes, est-ce que vous pensez qu'on a besoin de directives anticipées psychiatriques pour les soins? Donc, vous voyez que les organisations d'usagers, ils disent oui à 89%. Les directions, ils disent oui à 82%. Les infirmiers psy, ils disent oui à 79%. Et les psychiatres, ils disent oui à 28%. Voilà. Alors, il y a besoin d'autres études pour comprendre. Moi, maintenant que je suis dans le PHRIP, je commence à comprendre des choses. C'est vrai que je pense que vraiment, les psychiatres, quand on discute avec eux, ils nous disent qu'ils ont déjà l'impression en fait, de demander leur avis aux personnes. Ils ont vraiment cette sensation-là et je pense que c'est difficile pour eux de se rendre compte que les gens, parfois, ils se sentent souvent obligés, qu'il y a quand même pas mal de contraintes. Et puis, voilà, il y a ce truc quand même un peu paternaliste qui reste aussi en psychiatrie. Il y a quand même des leviers. Donc, si les soignants sont investis, s'il y a des transmissions qui sont bien faites, si l'accompagnement aussi est décentré de l'hôpital, ça marche mieux. C'est-à-dire que si sur votre document, il n'y a pas le tampon de votre établissement, ça marchera mieux. Parce que la personne, elle va se l'approprier en fait. Elle va se dire que c'est son document, c'est pas le document de l'hôpital. Et elle va pouvoir le mettre sur son frigo ou dans sa table de nuit. Je me suis appuyée aussi sur l'étude de Pascal Ferrari pour dire que c'était voilà, elle a pu dire que c'était faisable dans tous les contextes, pour toutes les pathologies. Donc ça, c'est important à se dire. C'est-à-dire que comme je disais, ça peut mettre du temps. Peut-être que le premier plan de crise conjoint que vous allez faire, il ne va pas être très fourni, mais les usagers ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire de leur expérience. Ils l'ont vécu. Donc, même quelqu'un qui vous paraît... il y a souvent les gens qui disent « mais il n'est pas suffisamment cortiqué ». Mais il se souvient que quand il a pris ce traitement-là, en fait, il a fait une mauvaise réaction. Il sait qu'il a vécu ça et qu'il n'a pas envie de le revivre. Et il sait que ça a marché. Donc, ça vaut tout. Il sait que d'écouter telle chanson, ça lui fait du bien et ça l'apaise. Donc, rien que ça vaut le coup de l'écrire. Alors, on en vient au PHRIP. Alors, je passe un peu vite sur la méthodologie parce que je vais essayer d'aller un peu vite et d'aller directement aux conclusions, sachant que j'ai mis le poster en bas. Donc, à la pause, vous pourrez regarder d'un peu plus près. Donc, une étude randomisée contrôlée. Donc, voilà, c'est un groupe contrôle où du coup les gens ils ont le suivi habituel et un groupe plan de crise conjoint où ils ont le suivi habituel par l'équipe mobile plus un plan de crise conjoint. On inclut 96 patients sur 3 ans. On a aussi des objectifs secondaires à l'évaluation des... donc l'objectif principal, c'est le recours aux mesures d'isolement qu'on mesure en heures. La contrainte perçue à l'hospitalisation, le vécu de discrimination et de stigmatisation et le vécu des soignants. Donc, il y a une partie voilà, qui est quantitative, une partie qui est qualitative, qui est faite avec le sociologue Sébastien Saeta. Donc, à ce jour, on a inclus 60 patients. Les entretiens infirmiers sont terminés. Donc, il y a des entretiens au début. Il nous reste les entretiens de fin. Je vais revenir dessus. On a pu aussi travailler sur un film pour travailler sur la stigmatisation. Dans un souci de communication, il y a toujours un versant communication souvent dans les études. Donc, le parcours. Le parcours, c'est se dire que quand j'ai commencé le plan de crise, l'idée là, c'est de faire le point d'étape. Quand j'ai commencé à travailler sur le plan de crise sur le PHRIP, on en entendait peu parler. C'était 2017-2018. Ça a beaucoup évolué depuis. Ça a évolué beaucoup en France, notamment avec ce que je vous disais, le kit Mon GPS. Le fait que ce soit rentré dans le processus de certification aussi, ça a beaucoup mobilisé les établissements à s'intéresser aux questions des directives anticipées psychiatriques. Et puis, du coup, le fait de le mettre en place, on a eu les retours des usagers. Je l'ai présenté en commission nationale à l'UNAFAM. On a eu un retour de la FNAPSI, de l'association des usagers. Ils ont pu nous dire qu'il y avait que le terme plan de crise conjoint, ça les gênait, le terme directive anticipée, ça les gênait, que pour eux, c'était vraiment important qu'on remplisse la case personne de confiance parce qu'ils ont besoin vraiment d'avoir quelqu'un sur lequel s'appuyer. Donc ça, c'est vraiment des choses qui ont pu faire évoluer aussi ma réflexion.
Au niveau des inclusions, sur là, ces 2 dernières années, du coup, parce qu'on a commencé à inclure, c'était en 2020, donc après, oui, il y a eu le Covid, mais voilà. Sur 153 personnes éligibles, on a eu 68 refus, 25 perdus de vue et 60 personnes qu'on a pu inclure. Les leviers, c'est quand même que c'était porté par des infirmiers. Donc du coup, on y pense, dans notre pratique, on propose l'étude. Après, ce qui est compliqué, c'est que le plan de crise, ça fait reparler de la crise. Et ça, les gens, ils n'ont pas forcément envie quand ils sortent d'hospitalisation. Voilà. Donc après, ça, c'est la particularité du plan de crise. Et même si on cherche à le généraliser, il ne s'agit pas de l'imposer. On le propose. L'idée, c'est de le proposer à tout le monde. Mais bien sûr, c'est les gens qui le souhaitent qui le remplissent. Voilà. Et bien sûr, le Covid qui a rendu les choses un peu plus compliquées. Je n'ai pas vraiment de résultats chiffrés à vous donner parce qu'on n'a pas fait encore l'analyse statistique. Mais ce qu'on voit au niveau des tendances, c'est quand même qu'il y a peu de patients en fait, qui ont rédigé un plan de crise conjoint qui arrivent à l'hôpital. Voilà. Ça, c'est vraiment la tendance là, qui ressort. Ça va être à affiner et à confirmer quand on aura tous les résultats. Ça dit quand même quelque chose parce que moi j'évalue l'isolement. Alors c'est que c'est un document, voilà, moi je manifeste vraiment pour dire que c'est un document de droit, mais peut-être que son efficacité elle est plus liée à son côté prévention qui fait que les personnes mettent en place des choses avant d'en arriver à l'hospitalisation. Donc en fait ils en arrivent même pas au moment où ça doit être appliqué. Voilà, mais ça comme je vous dis c'est vraiment à confirmer. Ce que je peux vous dire, on a commencé à analyser l'aspect sociologique, voilà, avec Sébastien Saeta qui est dans la salle et que vous allez voir aussi tout à l'heure pour présenter PlaidCare. Donc l'objectif du versant qualitatif, c'était vraiment d'analyser avant et après l'implémentation de l'outil, parce qu'il est intéressant, c'est que avant, quand j'ai commencé l'étude, on n'utilisait pas encore le plan de crise conjoint sur l'établissement. Donc, je l'avais présenté à toutes les équipes, mais ce qui était intéressant, puisqu'on a ces soucis de se dire pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, pourquoi est-ce qu'on cherche à le mettre en place et qu'on n'arrive pas à le pérenniser, de voir à quoi pensent les soignants, qu'est-ce que ça vient bousculer chez eux, qu'est-ce que ça leur renvoie quand on leur dit qu'ils vont devoir commencer à utiliser le plan de crise conjoint dans leur pratique. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des entretiens qui ont été faits au tout début de l'étude, avant qu'on commence. Donc c'est ceux-là qu'on a pu analyser. Donc la méthode, c'est des focus group qui ont été faits, donc avec un sociologue et un observateur. Moi, je n'ai pas assisté aux entretiens puisque les collègues savaient que j'avais cette posture un peu d'expertise sur le plan de crise et que du coup, ça aurait été compliqué, ça aurait changé la nature des échanges. Donc, il y avait 5 groupes. Un groupe de soignants de l'équipe mobile, donc qui étaient formés au plan de crise conjoint et qui savaient ce que c'était, qui avait été formé par l'équipe de Pascal Ferrari. Et 4 groupes de collègues d'hospitalisation d'infirmiers qui venaient de l'hospitalisation complète. Voilà. Donc, eux, je leur avais présenté, mais ils n'avaient pas été formés ni à l'accompagnement, ni vraiment à ce que c'était au niveau du rétablissement, etc. Donc, les entretiens ont duré entre 55 et 75 minutes. Donc, il y a eu 26 participants en tout. À peu près 5 participants par entretien, comme vous voyez, une majorité de femmes, avec une expérience en psychiatrie entre 2 et 18 ans. Donc, il y avait 10 d'entre eux qui avaient déjà entendu parler du plan de crise conjoint, 6 qui avaient eu donc la formation, ceux du groupe de l'équipe mobile, et puis il y en avait 7 qui avaient participé déjà à la rédaction. 5 minutes, Yvonne. Oui. Donc le guide d'entretien, les impressions générales, on a vu, on a demandé s'ils considéraient que le contenu était valide, si l'utilisation du plan de crise conjoint, ça leur paraissait utile, et s'ils adhéraient aux philosophies du rétablissement. Donc au niveau des résultats, on a vu qu'au niveau des groupes, il y avait des dynamiques qui étaient vraiment très variables. En fait, les groupes d'infirmiers qui avaient déjà utilisé le plan de crise conjoint, c'est eux qui avaient le plus de réserves dessus. Les groupes qui connaissaient l'outil mais qui ne l'avaient jamais utilisé avaient moins de réserves et ils adhéraient beaucoup. Les limites en fait qu'ils ont amenées, ceux qui l'ont utilisé, c'est des limites liées aux patients, liées aux soignants, notamment aux médecins et au fait que les médecins puissent appliquer ce qui était dans les plans de crise, liées à l'organisation et au plan de crise conjoint lui-même, donc les termes, etc.
Donc, il y avait de la diversité aussi des avis sur l'aspect innovant. Les gens qui l'avaient jamais utilisé, en fait, ils disaient, mais de toute façon, c'est quelque chose qu'on fait déjà, on connaît, enfin, parler des prodromes, etc. Ceux qui l'avaient déjà utilisé, ils disaient, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait habituellement. Là, on écrit les souhaits des personnes et ça change complètement. Donc, c'est vrai que ça montre aussi un petit peu ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire qu'au début, on est très séduit, et puis en fait, on l'utilise et on se rend compte des difficultés. Et l'idée de l'étude, c'est d'aller plus loin, de comprendre, pour se dire comment est-ce qu'on va préparer, en fait, les équipes aux difficultés qu'ils risquent de rencontrer à l'utilisation du plan de crise. Pour finir, je voulais juste aller vers tout ce qui est au-delà des résultats. Parce que là, du coup, moi, je considère que je n'ai pas fini l'étude, mais que ça m'a apporté déjà énormément de choses. Donc, la recherche comme levier de communication et de diffusion, ça m'a permis d'échanger, de discuter en fait du plan de crise, de diffuser l'utilisation du plan de crise dans des établissements français. J'ai communiqué dans énormément d'établissements pour parler du plan de crise conjoint, et ça a vraiment été permis par l'étude. Donc ça, c'est aussi pour dire, pour encourager les chercheurs et dire, quand il y a quelque chose qui vous intéresse, c'est intéressant vraiment de travailler dessus en termes de recherche, parce que ça va vous aider en fait à diffuser cet outil qui a de l'importance pour vous. On évalue aussi une organisation. Il y a un effet qui a été très important qu'on a pu voir, c'est que dans notre organisation, on a demandé qu'il y ait une signature médicale en fait, du plan de crise quand il était rédigé avant de le mettre sur le dossier informatisé, dans l'idée que les collègues des urgences, s'ils voient une signature médicale, ils auront plus envie de l'appliquer. Ça a été une grosse erreur de faire ça. Voilà. Ça a été une énorme erreur parce que les médecins ont eu énormément de mal à s'investir à l'investir. Et là où on pensait que c'était juste une signature tranquille, moi je leur ai dit, mais il n'y a pas de souci, c'est pas opposable aux décisions médicales, que vous le signez ou pas, ça change rien. Les médecins investissent beaucoup leur signature. Pour eux, leur signature, ce n'est pas rien, même si j'ai amené les éléments juridiques qui montraient qu'il n'y aurait pas de souci. C'est compliqué pour eux de signer un plan de crise conjoint. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Donc, au moins, ça donne des billes pour l'avenir, pour les gens qui le mettent en place, parce qu'il y a quand même cette volonté toujours de vouloir faire signer par un médecin. Je pense que c'est important de s'appuyer aussi sur les données des expériences comme ça pour se dire, ce n'est pas forcément une bonne idée. Ça a interrogé, bien sûr, ma place de chercheur. J'en ai parlé tout à l'heure aussi. Quelle place pour l'expertise infirmière dans l'organisation hospitalière? Parce que du coup, ça me rend moins infirmière, experte d'un document qui rentre dans la qualité, ça me donne une place particulière. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui vient bousculer les organisations habituelles. Voilà. Je me retrouve à devoir intervenir en bureau de pôle, avec la qualité pour mettre en place des choses, etc. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui bouscule. Et bien sûr, la question, du coup, quel intérêt pour l'établissement que ce soit une infirmière qui fasse ça? Voilà, ça provoque de l'échange. J'ai pu me mettre en réseau européen pour travailler sur les questions du moindre recours, la coopération à une nouvelle étude, donc PledCare, d'interroger la démarche aussi. J'ai eu besoin de questionner le sens du plan de crise conjoint et d'aller plus loin, me dire c'est un document de droit. C'est un document de soins, parce que maintenant, on en parle comme d'un document de prévention. La HAS l'appelle plan de prévention partagé. Est-ce que c'est toujours un outil pour la défense des droits des personnes? Du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi est-ce que je me suis engagée dans cette étude? Est-ce qu'on a besoin de montrer que le plan de crise conjoint sert à quelque chose? Est-ce que son intérêt éthique n'est pas déjà suffisant? Voilà. Donc, même moi, je me suis dit, en fait, je me suis lancée dans cette étude-là, mais qu'est-ce que ça veut dire de devoir montrer l'efficacité d'un document de droit? Voilà, donc ma posture de chercheur aussi, est-ce que c'est comme, je renvoie à ce qui a été dit hier, la recherche engagée, l'infirmier et le rôle d'advocacy, c'est pour ça, voilà, c'est un peu l'équilibre, on défend la position de l'usager, mais on fait partie de l'institution hospitalière et on fait partie des gens qui isolent et qui contiennent aussi. La politique, la légitimité, la reconnaissance, oui, ça donne de la légitimité et de la reconnaissance d'être expert. Là, aujourd'hui, voilà, je l'annonce aujourd'hui, on ouvre un DIU sur Saint-Étienne sur les équipes mobiles en santé mentale avec Marseille et Lille. Je fais partie du comité pédagogique et si je n'avais pas fait ce PHRIP, je ne ferais pas partie de ce comité pédagogique. Bien sûr
que ça m'a donné de la crédibilité auprès de mes collègues médecins, auprès de la direction, auprès de l'université, et ça nous permet aujourd'hui de pouvoir ouvrir un DUU qui va vraiment intégrer la place des infirmiers. Voilà, j'ai intégré les ergothérapeutes aussi au DIU, les psychomotes, etc. Voilà, donc à suivre. Merci. Merci beaucoup Yvonne, et c'est spectaculaire tous ces effets inattendus mais bénéfiques. Et là, on est vraiment dans les surprises de la recherche et la nécessité de cette plasticité. C'est absolument passionnant. Je suis tombée avant-hier sur une infirmière alors du CHU de Poitiers qui, confrontée aux mêmes problématiques concernant les directives anticipées, vient d'imposer dans son établissement une cellule d'information et de recueil des directives anticipées, ça s'appelle le CIRDA. C'est la première en France, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas du tout comme vous à ce que ça soit diffusé. Donc elle est à temps plein rattachée au service juridique avec un médecin pour ces questions. Donc c'est intéressant de voir comment vous butez tous sur des problématiques et là voilà, ils empruntent ce chemin. J'ai ses coordonnées si vous voulez échanger avec elle parce que ça pourrait être intéressant. Des questions ? 2 questions, nous dit le chef au premier rang. Il a raison, le chef. Le colloque des... oui, le congrès des équipes mobiles, oui, en septembre. Le congrès est en septembre, les dates, c'est quoi ? 22-23 septembre. Merci beaucoup. En Corse. En Corse, oui. En Corse. Première question. Édouard Pradel, infirmier, centre hospitalier spécialisé Grenoble-Saint-Égrève, coordinateur d'un feu comité d'éthique, médiateur des usagers. Je présente vraiment ces casquettes parce que ça va tout droit dans le droit des patients. On a fait quand même un bond en avant avec cet outil de la démocratisation des hôpitaux psychiatriques, parce que c'est une question vraiment une crispation, une fonction phorique d'un établissement du soin en psychiatrie. On est passé du CCNE avec le refus des soins en psychiatrie qui était très très vague dans les années 80, le Conseil consultatif national d'éthique, 80-90 sur le refus des soins en psychiatrie qui est loin d'être clair. Et quand on oppose aux médecins qu'il faut, dans un refus de soins, il faudrait une information claire, loyale et surtout comprise. Quand on dit que les médecins pensent qu'ils ont donné l'information, c'est totalement faux. C'est souvent nous, les infirmiers, qui retraduisons cette information parce que le patient va dire « mais qu'est-ce qu'il m'a dit ? Mais il a parlé français ou quoi ?» La déconiation de Oscaïès, elle est là, quoi. Juste, je voulais affirmer que pour moi, cet outil, c'est vraiment une richesse. Et j'ai pas peur de la signer avec un patient. Je ne fais que guider le patient, l'aider à transcrire. Et c'est vraiment une maïeutique. Parce que c'est un outil de compréhension de soi, de conscience de soi. De métier, voilà. Et c'est vrai, oui, un outil parmi d'autres. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que l'infirmier trouve une vraie place et trouve un vrai sens. Parce que le fait de faire des ponts, d'intégrer, parce que les médecins, ils sont pour, mais c'est juste que de leur point de vue, les choses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et nous, on peut être là pour créer ce pont, justement, entre la personne concernée et le patient, traduire... voilà, faire ce qui était dit hier, de la gestion de conflits aussi, et trouver des solutions. Presque l'outil de SEMPSY serait aussi bénéfique aux patients. Est-ce que tu as acté le moment du parcours de soins où tu le fais Non. Est-ce que le monsieur de la Comédie Française peut se présenter parce que du coup, on a... Je m'appelle Tristan, je suis infirmier au centre hospitalier de Tuire. Je suis arrivé en retard hier, donc j'ai honte de me présenter.
Merci de m'afficher, Non, madame. mais c'est bien parce que vous avez une capacité à déclamer, donc on est content. Et du coup, ouais, Question à Yvonne. j'ai une petite question, juste en termes de parcours de soins. À quel moment on effectue donc ce recueil de données bien précis, donc on appelle le plan de crise conjoint? À quel moment? Il n'y a pas de moment, en fait. Il n'y a pas de moment dans le parcours. C'est un échange avec la personne, c'est une proposition. On travaille beaucoup sur l'information. L'important, c'est que les gens sachent que ça existe. Pour vous donner l'exemple, j'ai un patient que je suis, je lui en ai parlé il y a 1 an. Je lui en ai parlé il y a 1 an, il savait que ça existait. Il m'a dit non, je veux pas. Je suis allée le voir, je lui en ai pas parlé. Il m'a dit, vous m'aviez parlé d'un truc il y a longtemps. Je me souvenais plus du tout que je lui en avais parlé. Et quand je lui en avais parlé, en plus, il était encore décompensé. Donc, je suis très surprise qu'il s'en soit souvenu. Et il m'a dit, vous m'aviez parlé d'un truc. J'aimerais bien le faire quand même. Et du coup, on l'a fait. Donc, il n'y a pas de moment. C'est en parler avec la personne, qu'elle sache que ça existe. Et les gens, s'ils ont envie, ils le feront. Bon, alors c'est très frustrant parce qu'il y a les chefs au premier plan qui me disent qu'ils veulent plus de questions. Donc, vous allez retrouver Yvonne autour d'un thé. Oui, y a pas de On la souci. remercie infiniment et on l'applaudit encore une fois.